Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 8 août 2023. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver après cette semaine de vacances où le cours du Bitcoin, ma foi, n'a pas fait grand-chose, stabilisé toujours depuis la fin du mois de juillet, ce support à 29 000 $. Mais voilà, je suis ravi de vous retrouver. Vous savez, vous m'avez manqué et d'ailleurs, bien j'en profite pour fêter ce retour. J'ai revêtir, participe passé du verbe revêtir. J'ai revêtu, c'est bien ça, j'ai revêtu mon t-shirt Cryptost. Alors, je sais que, vous savez, non mais, je ne suis ni sourd, ni aveugle. C'est-à-dire que j'entends et je vois. Voilà, très bien. Et je remercie d'ailleurs le Seigneur pour ça. Je sais que j'utilise beaucoup trop souvent l'adjectif décisif. Alors, je ne dis pas que cette semaine va être décisive. Ce que je peux vous dire, c'est que quelque chose se prépare. Ce que je peux vous dire, sans exagération, sans emphase, sans en faire trop. Trop de quoi? Trop de théâtre. Bon, bref. Écoutez, la vol va exploser. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Mais j'ai des critères pour ça. Je vais vous montrer durant cette présentation, comme d'habitude, un certain nombre d'illustrations. D'ailleurs, regardez la barre de temps, j'ai, comme d'habitude, tout chapitré, ce qui vous permet d'aller là où ça vous intéresse. Mais la volatilité du cours du Bitcoin, elle est revenue sur ses plus bas. La volatilité à 7 jours, mais historique, mais à 7 jours, est revenu sur le niveau qui, à chaque fois, déclencha dans le passé des impulsions. Alors, j'entends la question. Oui, j'ai aussi un sixième sens, j'arrive à entendre votre question. Dans quel sens cette impulsion? Écoutez, c'est la question à un Bitcoin. Bon, plutôt à un ETH. C'est la question à un Bitcoin. Pour le moment, le marché retrace l'impulsion dite des ETF, 25-32 000 $. Ça reste tout à fait dans les standards. Vous savez, nous sommes stabilisés sur 38,2% de retracement. Je vais vous repasser en vue les différents scénarios de chartistes, mais le start, les bases de l'analyse technique, la fin de la consolidation sera indiquée par quoi? Le dépassement d'une résistance. Reste à identifier la bonne résistance à dépasser pour interrompre cette consolidation. Reste à aussi identifier les niveaux de support, car s'il cède, eh bien, le marché ira en chercher d'autres. Et jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où peut-il aller, le cours du Bitcoin, pour conserver sa tendance haussière qu'il produit, qu'il construit, qu'il propose depuis le début de l'année? Bon, écoutez, pour moi, c'est simple, c'est 25 000 $. On peut parfaitement avoir, on peut avoir un range, un trading range, ou un trading range, comme vous voulez, une phase latérale, quoi, on va mettre tout le monde d'accord, entre 25 000 et 32 000 $ pendant un certain temps. On peut l'avoir. Alors oui, il y a de l'actualité, effectivement. Certains s'étonnaient, par exemple, hier, que l'actualité autour de PayPal n'ait pas créé quelque chose. Mais il faut bien comprendre, c'est que là, actuellement, la consolidation du marché crypto, elle est engluée dans un cadre fondamental qui le dépasse, qui dépasse largement l'actualité propre à l'écosystème. Vous devez être certain d'une chose, toutes les bonnes nouvelles de l'écosystème. Alors, que ce soit du côté de la régulation, la réglementation, même si là, c'est pas encore gagné. D'ailleurs, le XRP retrace, mais c'est peut-être une opportunité, je vais en dire un mot. Bon, toutes ces bonnes nouvelles de l'écosystème. Alors, PayPal, il n'y a rien de nouveau. Hier, un très bon ami me posait cette question. C'est vrai en plus, je ne dis pas ça pour le narratif. Pourquoi pas d'impact? C'est parce que déjà, PayPal, c'était l'ancien bull run. Ah oui, vous vous souvenez, le bull run, à l'époque, lorsqu'on a cassé les 12-13 000 $ et que le marché a accéléré à 70 000 $, il n'y avait pas que les tweets d'Elon Musk pour créer des cassures haussières. Il y a eu notamment, à l'époque, l'annonce de PayPal qui avait inclus un bloc de paiement en crypto. Donc je dirais que l'arrivée d'un stablecoin PayPal, c'est la suite logique à tout ça. Ensuite, il va falloir regarder maintenant l'évolution du volume PayPal, BTC, bon, on verra bien. Mais voilà, ça fait partie des choses. Donc voilà, bien sûr que c'est une super bonne nouvelle. Et toutes ces news propres à l'écosystème produiront leur effet haussier. Mais lorsque le cadre fondamental supérieur, propre au marché, la macroéconomie, la microéconomie, les grandes corrélations, auront libéré le Bitcoin de ses chaînes, car actuellement il est tel un bagnard enchaîné, mais avec plein de bonnes idées en tête. Et il faut le libérer pour qu'il puisse aller vers de nouveaux plus hauts. Donc ça va prendre encore un peu de temps.
Et en tout cas, voilà, il y aura un effet positif, j'en suis persuadé, avec retard. Voilà, donc on va parler de plein de choses. J'ai tout un plan ici, et puis tout le plan résumé dans la timeline. Le dollar, les corrélations. Alors attention cette semaine. Oui, attention, déjà parce que, alors, la vol va exploser. Il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que la vol est archi comprimée. On peut voir ça à travers la map de liquidité, je vais vous montrer ça. On peut voir ça à travers des indicateurs de volatilité. La volatilité réalisée, tout simplement, sur différentes périodes. Beaucoup aussi mettre en avant l'écartement des bandes de Bollinger. On est sur une phase extrêmement étroite. Voilà, donc il va se passer. Vous n'aurez plus longtemps à attendre. Vous n'aurez plus longtemps à attendre entre quoi et quoi. Entre quoi et quoi. Entre le décrochage à 25 000 ou le dépassement de la résistance à 30 000 et l'accélération à 36. Vous n'aurez plus longtemps à attendre. Le marché fera son choix. Alors, il le fera probablement sans prévenir, car j'ai remarqué quand même qu'il y a une forme de prise d'indépendance actuellement du Bitcoin vis-à-vis de ses principales corrélations. Mais tout de même, toujours un œil sur les taux d'intérêt du marché qui sont revenus sur leur record annuel ou de fin de l'année 2022 qui avait déclenché à l'époque des faillites de fonds de pension anglo-saxons ou encore l'intervention de la Banque centrale du Japon ou encore en mars dernier les faillites des banques régionales américaines. D'ailleurs, les taux commencent à reculer depuis cette zone, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis agréablement surpris d'une chose, et puis on passe aux illustrations, j'arrête de vous saouler, je suis agréablement surpris d'une chose, c'est que vous l'avez noté, le fort rebond du dollar américain. Alors, au final, la tendance reste quand même baissière depuis octobre dernier. Mais tout de même, il a repris un niveau horizontal qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit repris. Et Bitcoin a bien résisté. Il a bien résisté. Donc, bon, c'est plutôt engageant. Et donc, on passe aux illustrations. C'est parti. Alors, chers amis, c'est parti. Je me suis réduit. On passe aux illustrations et je suis mon plan. Alors, tout d'abord, un mot sur les fondamentaux les plus récents. Donc, je vous l'ai dit, cette semaine, je ne sais pas si je vous l'ai précisé. Oui, ce jeudi, mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Ce jeudi, mise à jour de l'inflation CPI. Attention, l'inflation va rebondir. C'est prévu. Le consensus, tous les indices d'inflation sont à 3% aux États-Unis. Le CPI, le PCE. Vous avez noté 20% de rebond du prix du pétrole depuis le début du mois de juillet. Il va y avoir un impact à la hausse. Maintenant, la question est de savoir, s'agit-il d'une seconde vague d'inflation? Et là, on est perdu. S'agit-il simplement d'un rebond transitoire par un effet de base de la contribution du prix du pétrole dans le calcul des indices d'inflation qu'on retrouve dans la catégorie transport et ensuite derrière retomber? C'est un peu la... Mais voilà, ne soyez pas surpris, c'est prévu. Juillet-août voit un rebond des indices d'inflation qui va rester mesuré a priori envers 3, 4, 3,5 après derrière de reprendre la tendance baissière. Mais tout de même, c'est une petite inquiétude du moment. Alors, dans les fondamentaux à suivre, tout d'abord, il y a vous les connaissez, les thèmes d'inquiétude fondamentale, toute l'actualité autour de tout le débat autour de la probabilité d'une récession en Occident. Sachez que ça a été légèrement revu en baisse. Je vous remontre ici le modèle du Conference Board qui, pour les États-Unis, envisageait 0% de croissance en 2024. Maintenant, c'est 0,5%. En fait, globalement, lorsqu'on regarde les anticipations, par exemple de l'OPEP quant à la consommation de pétrole, ou la plupart des anticipations de croissance économique pour les États-Unis et la zone euro, on serait passé de quelque chose de légèrement négatif à légèrement positif. Voilà. Alors on peut compter éventuellement sur ça pour continuer d'entretenir la tendance haussière en place depuis 10 mois maintenant du marché action, même si là on corrige. Le S&P 500 a quand même retracé 80% de son bear market de 2022. En termes d'équivalent, c'est comme si BTC était revenu à 50 000 ou 60 000 $. Donc il y a un retard, mais est-ce qu'il y aura un rattrapage? Bon, ça effectivement, c'est la question importante. Donc ça, c'est le premier débat. Après, ce qui nous intéresse, cette semaine, c'est la mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Je vous ai remis ici, alors je suis sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Vous avez toutes les mesures de l'inflation aux États-Unis. Me direz-vous, toutes les courbes sont baissières. Regardez bien la courbe verte, elle est à 3%. C'est le CPI. Oui, mais cette semaine, il est attendu en rebond. Vous avez ici l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Faites-moi confiance, c'est une des antennes régionales de la Fed. Et qui propose un algorithme extrêmement pertinent avec de bons résultats pour prévoir l'inflation à horizon 2 mois. Vous notez que ça, c'est le chiffre prévu en juillet. On passe de 3 à 3,42 et ensuite de 3 à 3,91. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une seconde vague inflationniste, sauf si vraiment le pétrole devait s'envoler à $100.
Moi, je n'y crois pas. Il faudrait vraiment un choc géopolitique pour que cela intervienne. Alors oui, effectivement, il y a des raisons que cela puisse intervenir, mais bon, voilà, écoutez, ce serait pour moi plutôt un scénario minoritaire. Dans tous les cas, je vous rappelle la base de la base de la base. Tout à l'heure, je vous parlais de l'actualité autour de l'écosystème, qui reste toujours plus secondaire que le cadre fondamental global, et c'est pourquoi j'estime que l'actualité propre à l'écosystème finit toujours par agir sur le cours du Bitcoin, mais lorsqu'il est libéré de ses chaînes fondamentales primaires, et notamment la première d'entre elles, les anticipations de politique monétaire de la Fed. Eh bien, vous le savez, le taux de la Fed est maintenant de 5,5, et après les chiffres publiés depuis 10 jours, pendant mes vacances, la probabilité que la Fed ait atteint son taux terminal n'a pas bougé, c'est toujours plus de 80%, que ce soit 5,50. Donc, on serait déjà au taux terminal. Donc voilà, ça c'était pour un mot sur les fondamentaux. Surveillez surtout l'inflation cette semaine. Le rebond du prix du pétrole est-il un danger pour rebooster l'inflation? Alors oui, ça c'est le débat du moment. Effectivement, il se passe quelque chose. Le prix du pétrole a rebondi en juillet de 80%. Okay. De n'importe quoi, de 16%, là je raconte n'importe quoi. Alors, le prix du pétrole a rebondi de 16%, pour un certain nombre de raisons. La driving season en Europe, aux États-Unis, c'est un fait. La consommation de pétrole augmente en Occident en période estivale. Ça retombe dès mois de septembre. Mais surtout, il y a eu la troisième réduction de production de pétrole de l'OPEP, de l'Arabie Saoudite seulement. C'est une décision unilatérale qu'elle a prise, donc seule, sans être suivie par les autres membres de l'OPEP ni même la Russie. Et en juillet, elle a réduit de 1 million de barils par jour de plus sa production. Elle en produit 10 millions par jour, 10 millions de barils par jour. Donc c'est quand même, c'est pas rien en production de pétrole. Elle ne peut pas aller au-delà. Donc il y a eu un certain nombre de faits comme ça, plus les tensions géopolitiques, et puis là, toute l'actualité que je ne vous ai pas parlé. Et voilà, ça me paraît un remont transitoire. Alors maintenant, là, le cours du pétrole est revenu dans le haut d'un trading range. À partir de quand cela peut être un risque? À partir de quand cela peut être inflationniste? Alors déjà, notez quelque chose, c'est que là, nous sommes revenus sous cette résistance. On voit parfaitement ici, c'est une phase latérale. Voilà, le danger serait de franchir les 83,50 $ et d'accélérer à 90,93. Voilà. Pour donner un signal baissier, il faudra reproduire ce schéma-là, recasser 80. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Il y a peut-être un semblant de divergence. Mais à partir de quand cela peut être un danger? Bon, le principe d'un taux d'inflation en base annuelle, là, nous sommes en août 2023. À partir de quand le rebond du prix du pétrole peut être un booster de l'inflation? Eh bien, regardons où nous étions en août 2022. Nous étions entre 90 et 93. Donc voilà, en fait, tant que le marché ne revient pas dans cette zone-là, eh bien, le rebond du prix du pétrole n'est pas inflationniste. Donc voilà, ça c'est à suivre. Le danger, ce serait de casser la résistance à 83,50. Ça, il faut vraiment suivre ça de près. Alors, ça fait partie des éléments de cross-asset importants. Avec ensuite, bien sûr, le dollar américain. La messe sera dite cette semaine. Alors ça, j'en suis assez persuadé de toutes les corrélations que j'étudie entre le cours du Bitcoin et les autres classes d'actifs. J'estime que celle qui est inversée vis-à-vis du dollar américain est la plus puissante. Alors, me direz-vous, pourquoi le rebond du dollar américain depuis la mi-juillet n'a pas entraîné la cassure, pour le moment en tout cas, du support, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo, du support à 29 000 $, qui est grosso merdo les 38,2% de retracement de l'impulsion des ETF BTC. Toute l'actualité autour de BlackRock, entre 25 et 32 K $. Pourquoi? Parce que le rebond du dollar américain s'est fait en fait essentiellement à cause d'un repli des devises européennes. L'euro, le GBP se sont repliés du fait de nouvelles anticipations liées à leur propre banque centrale. On ne parle plus de la Fed. Mais voilà, il s'avère que la BOE, la BCE pourrait peut-être pivoter avant la Fed. Bon oui, mais ça change toutes les semaines. En tout cas, voilà, c'est mon explication. Le rebond du dollar américain n'a pas été un rebond à proprement parler de l'USD, mais plus une correction de l'euro-dollar, qui représente 57% du calcul du dollar américain face à un palier de devises. Donc c'est ce qui pour moi explique que là, dans l'immédiat, le cours du Bitcoin il soit assez étanche. Maintenant, cela ne change rien. Le DXY reste important à suivre. Moi, j'ai toujours ici la vue d'une tendance baissière. Tant qu'on ne dépasse pas la résistance à 103, alors pour certains, il faudrait repasser 105 pour être bullish. Non.
Moi, je pense que voilà, on a ici, on a un canal baissier à faible pente, on a cette trendline, on a un certain nombre de résistances, on a la Kijun Hebdo. Voilà, pour moi, tant qu'on reste sous la moyenne mobile à 200 jours, c'est plutôt un scénario correctif. Le vrai danger, ce serait de casser ça à la hausse. Et là, il y aurait vraiment un effet négatif sur le cours du BTC. Le marché action, le rebond depuis 10 mois est-il clos? Alors, ce qui est certain, c'est qu'une résistance majeure a été atteinte. Une résistance majeure a été atteinte. Vous voyez, les 4630 points, cet énorme point qui était le premier point de rebond ici en mars après le déclenchement de la guerre en Ukraine. La hausse a toujours été bien construite. On vient de terminer un mouvement en 5 temps. Donc, ce mouvement en 5 temps, que termine-t-il? Voilà, c'est ça la question à un Bitcoin. C'est ça la question à un Bitcoin. Termine-t-il simplement une grande 3 et là le marché nous fait une 4 avant de repartir chercher les records historiques, ou a-t-on terminé une vague B et sommes-nous engagés dans une vague C? La réponse, alors il y a des divergences, oui, c'est vrai qu'elles sont belles, hein, ces dives sur l'horizon de temps hebdomadaire sur le S&P 500, ça peut faire peur, mais ce n'est pas parce qu'on a eu la div, soit elle indique une pause avant de continuer la tendance, soit le renversement haussier. C'est seulement l'action des prix qui donne le résultat final. Donc c'est une séance d'alerte. Maintenant, pour être concret, qu'est-ce qui permet de distinguer entre soit le démarrage d'une grande C ou simplement d'une 4? Et donc rester bullish. Eh bien, c'est la 4 de ce mouvement-là, le sous-décompte, qu'il faut en gros. Bon, les 4330 points, voilà, en gros. Tant qu'on est au-dessus des 4300, tant que nous sommes au-dessus des 4330 points, il n'y a pas de crack du marché action en août. Le vrai risque, c'est ça. Donc là, le marché peut latéraliser. C'est pourquoi, donc, pour l'instant, moi, je ne m'inquiète pas trop. Bitcoin, attention, la volatilité va exploser. Je vous en ai parlé en introduction. Et faites-moi confiance, même si vous n'avez plus confiance, ça va bouger parce que à chaque fois que la vol revient sur certains niveaux historiques, eh bien, une impulsion se produit. Et là, je vais vous montrer plusieurs mesures de la vol qui vont dans ce sens-là. Tout d'abord, sous vos yeux, la volatilité du cours du Bitcoin. Alors, la volatilité historique, que vous devez distinguer de la volatilité implicite, mais je ne me permettrai pas de vous donner un cours sur les différences de volatilité, vous maîtrisez. Donc, la volatilité historique, mais à 7 jours. Eh bien, regardez, on va prendre un certain nombre d'exemples. Le décrochage, par exemple, à l'époque, de 6 à 3, ou l'impulsion de 4 à 10, ou encore ici, l'impulsion de 10 à 70, ou encore ici, en janvier, l'impulsion de 16 à 25. Systématiquement, la vol, qui est représentée ici en bougie japonaise, revenait sur cette zone support. Je vous montre où est-ce qu'on est. Donc voilà, alors on va peut-être aller chercher, on va peut-être pénétrer un peu la zone, mais vous comprenez que cette impulsion que tout le monde attend, tout le monde est fatigué de suivre le BTC, il ne se passe rien, vous allez bientôt retrouver la patate. Alors, il y a plusieurs façons aussi de... Je vous montre maintenant la volatilité historique sur une période beaucoup plus longue. Je suis sur le site de CoinGlass, on va zoomer. Là, c'est pareil. Elle est tout en bas, la vol. Et on est revenu exactement sur le point de départ de l'explosion de la vol de début d'année. On est même encore en dessous. Donc voilà, on arrive dans une zone où à un moment ou à un autre, ce machin va se décider à faire quelque chose. Regardons ensuite ici sur les contrats futurs BTC. Regardez un peu la map de liquidation. À 7 jours, comment c'est encadré? Vous avez ici la map de liquidation en fonction de l'effet de levier. Regardez, les leviers 100, ils encadrent le marché. 29,5, 29,5, alors à la baisse c'est plutôt 28,5, mais regardez tout ce qu'il y a entre 29,5 et 30, mais en même temps c'est normal. Voilà la zone de compression de la vol. En gros, voilà, c'est à partir de là que ça décale à la baisse, mais c'est le 38,2, et toute cette zone-là est remplie de liquidités. D'ailleurs, voilà, dès qu'on la pénètre un peu, ça fait des mèches. Donc, ma conviction, moi, c'est qu'on va quitter ça. Alors là, vous avez l'impulsion des ETF. C'était toute l'impulsion du mois de juin. Pour l'instant, on la retrace. Alors moi, j'ai mis le point haut ici. Certains le mettent là. Là, c'est une hypothèse d'un 3 temps. En flat étendu, mais bon, ça on s'en fout, peu importe. Je dirais que pour interrompre cette consolidation, il faut dépasser une résistance. C'est quoi la résistance à dépasser? Pour moi, c'est les 30 000, 30 500. Sans cassure haussière des 30 000, 30 500. Sans cassure haussière des 30 000, 30 500, vous l'avez ici en données journalières, sans cassure haussière des 30 000, 30 500, le marché va rester sous pression. C'est aussi la Kijun ici en données journalières sur le contrat futur. Donc voilà, on voit bien parfaitement que cette zone ici est importante. Tant qu'on est en dessous, eh bien, voilà, vous savez, il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être une vague 2 d'une 1, 2, 3
en général, une vague 2, le plus usuel, c'est lorsqu'on trace 61,8. Donc, vous voyez, le 61,8, c'est qu'on revient au point de départ ici de la sortie de canal avant de repartir. Mais là, ça tient, ça s'accroche, mais le marché n'a toujours pas la réponse. Moi, j'appelle ça une hyper-compression. Cette hyper-compression, là, le marché va bientôt en sortir. Alors, par rapport à l'actualité PayPal, c'est un peu tôt, mais il va falloir comme ça à surveiller le volume Bitcoin PayPal volume. Ça sera à suivre ces prochains jours, ces prochaines semaines. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui se joue? S'agit-il, c'est le titre que j'ai mis, le début de quelque chose ou la fin de quelque chose? Oui, en fait, qu'est-ce qui interroge? Le début de quelque chose ou la fin de quelque chose? Ce qui interroge, c'est ça. Voilà, ça a été l'impulsion ici, ça a été l'impulsion des ETF, début de quelque chose ou fin de quelque chose. Alors là, je suis à nouveau en hebdo et je me suis mis sur une échelle logarithmique, mais je peux me mettre sur une échelle normale pour qu'on voit vraiment ce qu'il y a sur la tête, mais en log, on voit mieux. Voilà. En gros, la fin de quelque chose, c'est-à-dire on prépare un double top. Double top. La ligne de coup, c'est 24 700, c'est 25 000. Maintenant, le début de quelque chose. La question, c'est quoi? Est-ce que le marché a fini sa vague 2 ici? Et dans ces cas-là, nous serions dans la 3. On aurait fait la 1 de la 3, la 2 de la 3, la 2 de la 3 pouvant retracer jusqu'à 61,8 avant de repartir. Ou sommes-nous encore en train de construire la 2 en ABC? ABC, un flat. Et dans ces cas-là, si c'est un flat régulier, on peut revenir à 25 000 avant de repartir à la hausse. S'agit-il encore d'un flat étendu? Bon, il y a plusieurs hypothèses. Que ce qu'il s'agisse de la 2, de la grande 3, ou encore d'une 2 en construction, ou le début de quelque chose ou la fin de quelque chose, le point commun, c'est ce niveau. C'est ce niveau. Tout ça pour dire qu'on peut même revenir à 25 tout en gardant une construction technique haussière. La fin des haricots, c'est briser ce niveau. Mais ça, tout le monde l'a compris. Donc voilà, pour l'instant, c'est incertitude. Et alors, dans l'immédiat, vous voyez que le contrat futur s'accroche à quoi en données hebdomadaires? Eh bien, on est entre ici, vous aviez les plus bas de l'été 2021, les 28 800, c'était la mèche basse, et les 32,2, c'était le cours de clôture. Mais ça, voilà, ça, ce sont les niveaux que tout le monde connaît. Alors, il y a toujours un baromètre à surveiller qui était le XRP. Pourquoi? Parce que le XRP, c'est le baromètre de toute l'actualité autour de ces jetons qui sont ou pas des securities, de tout l'aspect judiciaire vis-à-vis de la SEC, réglementation. Il y a eu cette impulsion. Et là, c'est important à suivre parce qu'en fait, tout le monde le suit. Il pourra peut-être même faire un peu benchmark pour les autres jetons concernés. Notez qu'on a retracé, le marché ici revient sur le nuage. Pour moi, la zone de cassure, c'était les 0,55. Donc là, on retrace. Pour moi, ce qui m'a vraiment importé, c'est que si jamais le retracement se poursuit, c'est comment est-ce qu'on va réagir sur les 0,55. Un signal qui serait extrêmement négatif pour la suite des événements, ce serait de réintégrer à la baisse 0,55. Mais moi, cette zone-là, en termes de rendement risque, si on y va, clairement, elle m'intéressera, quoi. Mais voilà. Donc voilà. Alors maintenant, je termine par quelques éléments que je voulais, mais que vous connaissez peut-être déjà, que j'introduis. Je voulais vous montrer ce qu'on appelle le prix réalisé du BTC, qui est en fait le prix moyen d'achat de tous les BTC. On voit son rôle historique. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu quelques occurrences qu'on va faire pareil, mais vous voyez qu'on a déjà eu pullback. Mais tout ça pour dire que voilà, ça va plutôt dans le sens pour moi de considérer ce que j'essaie de démontrer, c'est que peut-être de manière un peu maladroite, c'est de considérer que les replis pour moi sont des opportunités de long terme, des opportunités d'achat. Alors, des opportunités de long terme, pourquoi? Là, je ne me projette pas sur cette année. Peut-être même pas sur 2024, mais entre fin 2024 et 2025, le fameux prix terminal. Là, je parle des données de la blockchain et voilà, ça a attrapé les points hauts de toutes les phases de bull run. On n'est pas en bull run, d'accord, mais voilà, on voit bien la zone des 100K pour 2025. Bon, à voir. Ou encore le MVRV Z-Score qui détermine les moments où Bitcoin est sur ou sous-évalué. Bon, on en est sorti de la zone de sous-évaluation par rapport à sa fair value, on est dans une phase de reprise. Moi j'ai quand même cette conviction, alors que ce soit la 2 de la 3 ou la 2 d'un grand mouvement bullish, qu'on soit dans la C de la 2, bref, peu importe où on se situe dans l'alphabet et dans la numérotation, moi j'estime que les replis sont des opportunités d'entrée à long terme.
Et maintenant, chers amis Ethereum, écoutez, Ethereum en position d'attente, en phase de neutralité. Alors, on connaît les gros niveaux en données hebdomadaires, 1529, 1630 dollars. Bon, l'ancien record historique, l'ex-ATH, l'ancien record historique. Maintenant, le débat en données journalières, il est le même que pour le cours du BTC. Le marché est en train de retracer ici la phase haussière des ETF. On s'accroche au 0,50, au 0,618. Vous savez, c'est exactement comme le cours du BTC. C'est la zone ici. S'il s'agit d'une vraie vague 2, on retrace rarement davantage, même quasiment jamais plus de 61,8 de retracement. Tout l'enjeu donc pour ETH, je ne le retrouve plus, c'est de tenir, de s'accrocher ici à cette ligne de tendance, au 61,8, au 50%. Sous peine de retomber à 1651 dollars, qui est un de ces niveaux hebdomadaires dont je vous parlais. Maintenant, sans dépassement de résistance, le marché ici reste sous pression. Alors, pour le Binance Coin, vous connaissez le débat, c'est toujours pareil. Le marché est posé sur la moyenne mobile à 200 semaines. Se pose la question de savoir est-ce qu'il nous prépare un drapeau de continuation baissière après le choc ici qui intervint début juin. Bon, c'est la réglementation, la régulation. Binance US, il n'y a toujours pas de réponse par rapport à ça. Tant que le marché ne dépasse pas de résistance, il y a un risque de décrochage vers les 184 dollars. Et là, on sait qu'il y a énormément de stops de protection dans cette zone. Il faudra s'attendre à une énorme mèche. Et pour se prémunir de ça, il faut dépasser une résistance. Et pour l'instant, la résistance n'est pas franchie. Il faudra dépasser les 255 dollars. Le niveau n'a pas changé. La volatilité est parfaitement écrasée. Et enfin, je termine par Solana. Alors Solana, moi je vois ça un peu comme, c'est un peu à l'image du XRP par rapport ici à cette impulsion de début juin, de fin juin, début juillet. En hebdo, on la retrace, on est revenu ici sur une conjonction de support hebdo, le nuage, la Kijun, quelques moyennes mobiles. En données journalières, le marché est posé sur le 50% de retracement. Bon, alors oui, alors ça c'est pour se faire mousser, mais certains mettraient en avant ici un Golden Cross. Un Golden Cross, bon, moi, ça me fait vraiment penser à la structure du XRP. C'est-à-dire que, bon, on est sur des niveaux de retracement, quelques supports qui sont importants. On le voit très bien ici sur le XRP qui revient sur le nuage, ou Solana, alors qui est vraiment dans la partie basse. Mais sans dépassement de résistance, je me dis qu'il manque peut-être un dernier excès. Alors, il y a une différence énorme quand même entre le 61,8 de retracement et le 50, entre 20,54 et 22,80. Donc voilà, alors on peut aller voir aussi en données 4 heures. Y a-t-il des divergences? Oui, là, il y aurait un semblant de divergence H4, mais c'est pas folichon. On retrouve pareil ici sur le XRP. Mais voilà, une divergence ne peut faire que ralentir la baisse. Donc moi, je reste prudent. Je me dis qu'il manque peut-être encore un petit excès, une petite mèche avant de faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je comprends parfaitement que l'on ait, et puis moi, vous le savez, un œil là sur les niveaux de retracement que sont en train d'atteindre des jetons comme Solana ou XRP, parce que voilà, oui, après, chacun fait comme il veut. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. Et donc, voilà, à la question de savoir, s'agit-il du début de quelque chose ou de la fin de quelque chose, j'espère vous avoir apporté quelques éclairages. Allez, merci, et puis à la semaine prochaine, salut.